Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Le scope produit chez Miracle, ça va comprendre tous les profils autour du product management, du product design et de ce qu'on va appeler le product content. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laura, comment vas-tu ? Ça va super, merci et toi ? Eh ben ça va très bien. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. On enregistre à distance, comme le veut quasiment tout ce podcast. Je suis en Suisse en ce moment. Il neige. 1er avril, il neige. Je ne sais pas toi ce qu'il en est. Il neige aussi, quelques petits flocons dans les Yvelines à côté de Paris, donc c'est agréable. Ouais, non, c'est vrai, c'est pas mal, c'est pas mal. Surtout là, avec les Alpes de mon côté, c'est vraiment sympa. Mais bon, on n'est pas là pour parler météo, on est là pour parler bonne pratique RH. Et si vous avez cliqué sur le lien, lancé l'épisode, vous avez une petite idée de ce dont on va parler. Et c'est un sujet ô combien important pour toutes les startups et toutes les scale-up. Mais peut-être que vous en savez pas autant que ce qu'il faudrait sur Miracle et sur ce que fait Laura. Donc, est-ce qu'on commencerait pas par là ? Je te laisserai bien volontiers présenter ce que c'est que Miracle, pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui ne le savent pas, et ce que tu y fais. Ouais, bien sûr. Alors, Miracle, qui on est éditeur de logiciels marketplace. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on va aider gagnant du jargon. Voilà, c'est ça. Concrètement, en fait, on va aider nos clients à passer d'un modèle e-commerce à un modèle marketplace. En fait, en général, ce qui va se passer, c'est que nos clients vont déjà avoir un site e-commerce sur lequel ils vendent leurs propres produits, mais ils ne vendent que leurs propres produits. Donc au moment où ils souhaitent ajouter des vendeurs tiers sur leur site, élargir leur gamme de produits, proposer plus de choses, etc., ils ne peuvent pas le faire avec leur site e-commerce parce que ce n'est pas fait pour ça. Et c'est là où nous, on rentre en jeu. Nous, on a cette plateforme marketplace qu'on crée, clé en main, qu'il n'y a plus, entre guillemets, qu'à intégrer au site e-commerce des clients pour le transformer en marketplace. Et donc, ils pourront continuer à vendre leurs propres produits sur la plateforme marketplace, mais surtout vendre les produits en fait, de vendeurs. Et qu'est-ce que tu y fais chez Miracle ? Alors moi je suis senior recruteur tech, donc je prends en charge du coup le recrutement de certains profils tech, pas tous parce que maintenant on est quelques-uns sur le recrutement tech, donc on se répartit un petit peu les scopes. Mais donc moi je recrute des profils tech donc sur les scopes produits et data. Donc le scope produit chez Miracle, ça va comprendre tous les profils autour du product management, du product design et de ce qu'on va appeler le product content. Donc, c'est les personnes qui vont rédiger la documentation technique. Et côté data, ça va être tous les data scientists et les data engineers qui vont concevoir et déployer les algorithmes de machine learning, de deep learning sur nos logiciels. Et pour qu'on se rende un tout petit peu compte de l'ampleur de la tâche, parce que vous êtes un certain nombre dans les équipes, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur Miracle à l'heure où on se parle, donc 1er avril 2022, c'est combien de personnes ? Et dans le plan de recrutement global et plus spécifiquement en tech, qu'est-ce qui est prévu dans les prochains temps ? Ouais. Alors là, à l'heure actuelle, chez Miracle, on est un peu plus de 700 dans le monde entier. Les équipes techniques, je pense qu'on est à peu près à 180 à l'heure actuelle. Et l'idée, c'est de pouvoir faire plus 1700 dans les 2 à 3 ans sur le total des équipes, dont plus 300 dans les équipes techniques. Voilà, parce que doubler la taille de son effectif, c'est pas assez, évidemment. Donc, il va falloir aller plus loin que ça. On a beaucoup d'ambition. Ok, très cool. Donc, vous l'avez compris. Aujourd'hui, je pense que là, on est sur le cœur de ce qui peut intéresser, je pense, la plupart des auditeurs et des auditrices. Le recrutement, bah oui, c'est le nerf de la guerre. Quand on veut des jolies boîtes, il faut des gens talentueux dedans. Ça reste quelque chose d'un peu important. Et qui plus est, des profils tech. Bah oui, on est dans la French Tech, ou en tout cas dans des boîtes tech. Donc, à un moment donné, il va falloir ce genre de profil à l'intérieur. Donc, on a vraiment pris le taureau par les cornes en se disant, on va aller au plus profond de comment est-ce qu'on fait ça quand on a des enjeux qui sont très forts, parce que vous l'avez compris, toutes les fois où il y a un profil tech qui n'ira pas chez vous, c'est probablement chez Miracle avec Laura qui va aller, vu qu'ils vont recruter absolument tout le monde. Ça te va, on y va ? Parfait, ça me va. Eh ben,
Alors, moi, je ne sais pas comment tu prends les choses, et d'ailleurs, c'est un peu ma question zéro, mais j'ai une question 1, mais c'est la question zéro. Moi, j'aime beaucoup le framework qui consiste à voir le recrutement un peu de la même manière qu'on voit les sales. C'est-à-dire que globalement, il s'agit d'aller chasser, sauf que tu chasses pas des prospects, ou de faire venir à toi, et ça, tu fais pas venir à toi des prospects non plus, mais plutôt des candidats ou des candidates. Et donc, quand tu commences une stratégie de growth ou de sales ou de marketing, tu pars toujours du persona. Tu pars pas à l'aveuglette, tu te dis bon bah voilà, je vais chercher des gens comme ci comme ça sur tel canal, etc. Et là, bah toi, ton persona entre guillemets, c'est le profil tech. Et est-ce que je sais pas donc du coup comment vous vous modélisez, mais dans tous les cas, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les particularités des profils tech et du marché des profils tech? En quoi c'est différent de recruter des techs que des sales, des growth, des profils HR, etc. Mm. Alors c'est une super bonne question, surtout je risque d'être un peu biaisée parce que la plupart de ma carrière s'est fait en recrutement tech, donc j'ai pas énormément d'expérience avec beaucoup d'autres profils à part sur quelques commerciaux et du marketing digital, donc voilà. Euh, Déjà je pense que les profils tech, enfin tech c'est très très large. Par exemple chez Miracle ça va être des profils de développeurs, de testeurs, de data, de designers, donc tout ça, ça rentre dans la partie tech et pour autant, il y a une grande diversité de profils qui continuent d'ailleurs à s'agrandir parce qu'en plus, il y a toujours des nouveaux métiers qui se créent dans ce secteur-là, donc c'est super intéressant. Mais au fil des années, ce que j'ai remarqué, c'est que, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais du recrutement tech, c'est que c'est des profils passionnés et passionnants, dans le sens où ils sont hyper intéressants. À partir du moment où on s'intéresse justement à eux, à ce qu'ils font, à leur impact, bah, ils sont tout de suite prêts en fait à mettre en avant leur expertise, les projets ou les produits sur lesquels ils travaillent, etc. Et donc en fait, on apprend beaucoup d'eux et on se rend mieux compte du fonctionnement d'une application, de logiciels qu'on peut même utiliser tous les jours, de la complexité derrière tout ça, etc. Donc moi, à titre perso, j'apprends vraiment beaucoup d'eux et c'est d'ailleurs pour ça que je continue à recruter ces profils aujourd'hui. Et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a toujours de nouveaux profils et on s'ennuie pas. Il y a toujours des nouvelles technologies, des nouvelles approches, des nouveaux métiers qui continuent à apparaître. Donc c'est vraiment un environnement qui est super dynamique et stimulant et on apprend beaucoup. Donc c'est vachement sympa. Euh, et un autre truc que j'ai vu aussi, et je sais pas dans quelle mesure c'est aussi présent dans d'autres métiers, j'imagine que ça l'est, mais quelque chose qui m'a marqué sur les profils tech, c'est que il y a vraiment un fort esprit de communauté et d'entraide. C'est vraiment des profils qui vont être complémentaires. Tu vois, tu peux pas avoir un développeur qui va juste travailler dans son coin. Ben non, en fait, il faut un testeur qui va tester son code, il faut un designer qui va faire l'interface de son code, etc. Et donc, c'est justement super intéressant de voir comment le travail de l'un va être utilisé par l'autre pour apporter encore plus de valeur et arriver à un produit qui va être utilisé et qui va apporter de la valeur. Donc, il y a beaucoup de personnes qui interviennent pour répondre à des problématiques et vraiment fournir tout ce dont ils ont besoin. Donc, voir tout cet envers du décor et tout cet esprit de collaboration qui se met bout à bout, c'est vraiment génial. Et je salue Antoine, l'un des cofondateurs de Wikaza, qui m'a vraiment illuminé à un moment donné en disant qu'il avait basculé le jour où il a compris, alors c'est sa représentation, mais je m'y inscris complètement, que en fait les profils tech, c'est des artistes introvertis, mais qui fonctionnent comme les artistes. C'est des gens qui sont passionnés, qui sont à fond, peut-être plutôt du côté introversion en général, même si c'est pas un absolu, par rapport aux artistes, en tout cas, qui sont très extravagants, etc. Ils sont peut-être un peu plus dans leur monde parfois, mais en tout cas, que la dynamique est la même. Et quand tu parlais de passionné et passionnant, moi, c'est ça que j'entends un peu. Ouais, complètement, complètement. C'est super intéressant d'apprendre avec eux. Enfin, c'est bête, hein, mais j'ai eu des personnes il n'y a pas très longtemps au téléphone qui m'expliquaient à quel point c'était compliqué de mettre en place du click and collect. Alors que nous, en tant qu'utilisateur final, on va sur le site, je sais pas, de Decathlon, on achète sa petite paire d'haltères et puis une heure après en magasin, bah, c'est génial, la petite paire d'haltères nous attend, on n'a plus qu'à aller la chercher. Alors qu'en fait, techniquement, fonctionnellement, en fait, c'est très très compliqué à faire et on s'en rend absolument pas compte. Donc, moi, à titre perso, je suis super contente d'apprendre des choses comme ça de mon quotidien où je me dis, ah ouais, il y a vraiment des personnes qui ont des difficultés là-dessus et qui arrivent à les surmonter pour répondre à un vrai besoin derrière, quoi, dans la vraie vie. Et ces éléments un peu sur les particularités du profil tech, donc le côté très passionné, le côté communauté, et en même temps la multiplicité des profils, tu l'as dit toi-même, c'est un peu de la provoque, hein, il n'y a pas un profil tech, ça ne veut pas dire grand-chose. Quel impact ça a sur la manière dont tu abordes le recrutement des profils tech ?
Bah, ça force pas mal de choses parce que du coup, il faut réussir à être, bah, réussir à surmonter un peu ce challenge et être créatif. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Il faut réussir à aller dans la bonne direction, à identifier cette direction et aller dans la bonne direction pour réussir à les attirer et à les recruter. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Et encore une fois, moi, c'est ce que j'aime aujourd'hui dans le recrutement tech, c'est que ça force un petit peu à se creuser les méninges pour réussir à bien les recruter et à les attirer. Aujourd'hui, il n'y a aucun profil qui se ressemble et donc du coup, il n'y a aucun entretien qui se ressemble. Donc ça, c'est vachement sympa. D'autant plus que effectivement sur le marché tech, c'est un marché qui est quand même assez pénurique de pas mal de manières. Donc ça force à se réinventer, à réfléchir sur les stratégies de sourcing, de recrutement, de marque employeur, d'expérience candidat, etc. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas forcément la vision la plus globale du recrutement à 360, mais c'est souvent sur les profils tech où on voit qu'on a besoin de se réinventer, d'aller chercher par exemple plus de diversité, d'inclusion. Donc, nous, ça enrichit aussi l'impact qu'on peut avoir. Et en tant que recruteur, ça nous fait prendre de la hauteur et ça rend notre métier aussi encore plus intéressant et plus stratégique. Et pas juste à pousser du CV en continu. Mais alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet en commençant par le point de départ, le sourcing. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le vrai point de départ. Tu me diras si tu considères qu'il y a un point de départ avant ça, mais on va essayer de faire un peu toute la chaîne. Là, à l'heure actuelle, comment on source des techs? Est-ce que ce soit d'aller les chercher, de les faire venir à soi, ce que tu observes à Miracle qui fonctionne à l'heure où on se parle, ou des choses qui fonctionnent plus ou pas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette première étape? Mm. Alors, je suis pas sûre que le sourcing, effectivement, ce soit la première étape parce que c'est assez amusant que tu poses cette question parce qu'il y a pas très longtemps, j'ai monté une formation sourcing en interne et donc du coup, on a revu un peu toutes ces étapes en fait qui sont importantes dans le sourcing. Et en fait, on en est arrivé à la conclusion que la première étape, c'est vraiment avoir un bon brief et définir son persona, comme tu le Ouais. mentionnais tout à Eh l'heure. ben, vas-y, commence là alors. On va faire la vraie première étape. Donc non, c'est super important déjà de faire déjà un peu sa propre recherche en tant que recruteur de son côté, voir un peu quels sont les mots-clés, en quoi consiste le job, etc. Confirmer ça avec le manager parce que ça se trouve on n'a pas la même compréhension en fait du brief ou autre. Et puis après construire son persona, donc voir les gens qui sont déjà dans les équipes qui vont occuper le même poste. Est-ce qu'il y a des patterns un petit peu qui vont se retrouver en termes de profil, de background, de compétences, etc. Mais après, le plus important, c'est aller au-delà des mots-clés et des titres qu'on peut avoir sur les jobs et vraiment essayer de comprendre, OK, où est-ce qu'on peut trouver ces personnes, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles ont fait, c'est quoi leur motivation, c'est quoi leur intérêt, parce que si on n'identifie pas ça, bah, en fait, c'est compliqué de pouvoir les attirer. Donc vraiment essayer de voir ce qui peut les intéresser et les motiver soit à changer d'entreprise, soit à être à l'écoute et qu'est-ce qui peut les intéresser du coup chez Miracle qui comblerait ce besoin ou cette envie qu'ils n'ont pas forcément aujourd'hui. Tu peux nous donner un exemple de ce travail sur un vrai job ou un vrai type de profil? Parce que alors moi j'adore, hein, je trouve que ça ressemble effectivement beaucoup à ce qu'on fait en marketing quand on fait un persona, un buyer's persona en fait, c'est la même chose, essayer de le comprendre en profondeur, ses motivations. T'aurais un exemple un peu de tête, hein, je me doute que tu l'as pas sous les yeux, de qu'est-ce que ça donne et surtout comment on le construit? Ouais. Alors, je peux prendre les product managers parce que je suis dessus en ce moment, je l'ai été depuis quelques mois. Déjà, on va repartir un petit peu de ce que c'est vraiment un product manager de manière générale parce qu'en plus, le product manager d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre, ça veut tout et rien dire. C'est un joli intitulé, c'est un intitulé à la mode en plus, mais concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière l'intitulé product manager? Donc déjà, on va un peu faire ces recherches-là. Où est-ce qu'il intervient? Sur la discovery, sur le delivery, sur la partie growth après pour voir un peu quelle est l'adoption des fonctionnalités, l'amélioration, etc. On va recouper par rapport à ce qu'on fait en interne. Est-ce que ce persona un peu idéal sur le papier, c'est vraiment ce qu'on fait en interne chez Miracle ou pas? En l'occurrence, c'est le cas. On recoupe aussi par rapport à ce qu'on appelle les career paths qui sont définis pour se dire bon bah ok, t'arrives product manager junior, qu'est-ce qui te manque pour être expérimenté, pour être senior, et puis après soit te diriger vers la partie expertise métier, soit vers la partie management d'autres product managers.
Et une fois qu'on a ça, on va discuter avec les équipes justement. Qu'est-ce qui est intéressant dans ton métier aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que peut-être que tu as rejoint Miracle? Qu'est-ce qui te manque peut-être aujourd'hui? Et en fait, on essaye de consolider un petit peu tous ces insights qu'on peut avoir de l'interne et puis en fait même de l'externe. Et puis on commence à parler à des candidats en mettant ces points en avant. Et donc, par exemple, ce qui va ressortir, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de critères qu'on va attendre pour un product manager chez Miracle, mais c'est déjà avoir une bonne compréhension de ce que c'est le produit. Parce qu'il y en a beaucoup en fait qui disent qu'ils font du product management, mais dans les faits, quand on creuse un petit peu, c'est plus de la chefferie de projet, où ça va être plus de la coordination avec différentes ressources, etc. Non, nous on cherche vraiment des gens qui vont avoir cet aspect produit, qui vont un petit peu traiter le produit comme leur bébé et qui veulent en prendre soin, et qui veulent l'emmener quelque part à court, moyen, long terme. Qui vont vraiment être dans la collaboration parce que les équipes produits vont travailler avec les équipes de développement, les équipes de design, les équipes business derrière, parce que faut bien que ça réponde à des besoins. Une bonne communication aussi, ça c'est quelque chose qui peut paraître assez bête, mais un product manager qui n'est pas clair, ça va être compliqué derrière pour justement bien identifier une problématique utilisateur, bien la vulgariser, en faire une user story qui marche auprès des développeurs. Donc voilà, et après une fois qu'on identifie tout ça, on approche les personnes, on va mettre en avant des choses qui sont sympas chez Miracle. Nous on a une vraie approche produit, on est en agile, on a des personnes qui s'y connaissent dans le monde de la marketplace, il y a une vraie expertise marketplace qu'on a développée, et donc une fois qu'on commence à parler un peu avec les candidats, on essaye aussi de récolter un peu des infos de leur côté. Pourquoi ils sont à l'écoute aujourd'hui, qu'est-ce qui les intéresserait, et à partir du moment où on a tous ces échantillons qui grandissent, on arrive un peu à détecter des patterns, de se dire il y a beaucoup d'environnements où l'agilité manque. Nous on est vraiment en agile, c'est un point que je peux mettre en avant par exemple. Ouais, donc alors je reprends, donc t'as d'abord, quand t'as pas d'infos, je caricature un peu, hein, mais quand t'as pas d'infos, tu construis un proto-persona avec ce que tu peux, donc tu vas aller regarder, tu papotes, qu'est-ce que c'est qu'un product manager, derrière le job title, etc. Si t'en as en interne, tu vas voir un petit peu ce qui se passe, ce qu'on fait, tu confrontes le premier travail préparatoire avec eux, avec eux et elles, et t'en profites pour savoir s'il y a des manques, de quoi t'aurais besoin, ou de qu'est-ce qui est important pour bien faire son job, etc. Et après, tu itères avec tes candidates et tes candidats en testant des choses, tout en testant de la proposition de valeur aussi, quoi. Qu'est-ce qui fait que les gens veulent changer, qu'ils sont à l'écoute du marché, etc. Ouais, c'est exactement ça. Et je pense que justement, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en avant de plus en plus. C'est justement ce qu'on appelle la Candidate Value Proposition. C'est bien joli de se présenter en tant qu'employeur leader dans son domaine, etc. Bon, même si c'est le cas pour Miracle, mais il faut faire le lien avec ce que le candidat peut apprendre, parce que forcément, le recrutement, c'est toujours dans les deux sens. Et même si Miracle, c'est vraiment une belle boîte, on fait de belles choses, etc. Mais au final, comment le candidat s'inscrit là-dedans et qu'est-ce qu'il peut apporter, mais surtout apprendre. Qu'est-ce que nous, on peut lui apporter en termes de compétences, d'évolution et entre guillemets un terrain de jeu pour qu'il puisse justement mettre à profit tout ce qu'il a pu acquérir et qu'il continuera à acquérir chez Miracle. Tu utilises un Canva pour structurer tout ça ou tu le fais par la force de l'habitude? Les deux, du coup. J'ai commencé un peu en le faisant un peu de manière peu structurée, et puis à force j'ai trouvé une sorte de pattern en fait. Ça me fait un petit doc en fait où je définis différents intitulés, une liste de missions, qu'est-ce qui va coller, etc. Et en fait ça me fait un petit pattern que je continue à améliorer en fait avec le temps. Et du coup, entre cette étape et l'étape de sourcing, est-ce que, parce que là je m'entends déjà me faire taper sur les doigts par toutes les personnes RH en ayant oublié ça, mais vous inquiétez pas, je l'ai bien en tête. Est-ce que vous transformez ça en scorecard, du coup, un peu selon la méthode Who ou assimilée? Alors sur les entretiens métiers, du coup, oui, tout à fait. En fait, on a des entretiens structurés chez Miracle. Donc, il y a une liste de questions en fait qu'on va poser à tous les candidats pour s'assurer que tous les candidats sont traités à la même enseigne, qu'on ne sorte pas de questions de notre chapeau. Et donc oui, ça constitue une scorecard pour le coup sur les entretiens d'expertise, parce qu'après on a également des entretiens sur les valeurs où là, pareil, on a une banque de questions pour chaque valeur. Ok. Donc du coup, est-ce que l'étape d'après c'est le sourcing ou je vais encore trop vite en besogne? Non, ça va être le sourcing. Donc, ok. Ouais. Comment on source des techs? Voilà. Déjà, quelque chose qui n'a pas assez qui n'est pas assez vu ou reconnu, c'est tout simplement aller chercher de base dans son ATS. Souvent on l'oublie, mais en fait il y a des gens qui ont postulé il y a peut-être quelques mois, 6 mois, 1 an, 2 ans,
qui collaient peut-être pas à l'époque, mais qui pourraient coller aujourd'hui. Ou alors, il y a 6 mois, 1 an, en fait, je sais pas, on proposait pas de remote. Donc, du coup, on a refusé un candidat parce qu'il voulait du remote. Maintenant, on en fait. Et en fait, juste retourner dans son ATS, dans la mesure du possible, parce que tous les ATS sont pas toujours très compatibles avec le sourcing. C'est parfois compliqué de sourcer dans son ATS, mais repartir de cette base-là, parce qu'en fait, c'est déjà une base de candidats qui a montré un intérêt pour l'entreprise. On a déjà les coordonnées des gens. Donc, en fait, retourner dans son ATS, c'est vraiment une mine d'or pour le coup. Donc c'est un bon premier réflexe. Et puis après, ça va être passé par d'autres plateformes, donc soit des plateformes de sourcing en tant que tel, comme Talent.io par exemple, ou HireSuite, où il y a déjà des candidats qui sont à l'écoute. Ça va être passé par des plateformes comme LinkedIn ou d'autres plateformes qui peuvent être pertinentes selon les profils. Donc des GitHub, des Stack Overflow pour des profils de dev, des profils purement tech, etc. Du Dribbble pour des profils de designer, du Kaggle pour les data scientists. Enfin voilà, essayer d'identifier un peu les plateformes où ils sont. Et puis après, ça peut être des plateformes de recommandations comme Recruiters Club ou Community de Trusty, où là, il y a de la recommandation de profil en fait entre les entreprises, et donc ça peut être un autre moyen de contacter les candidats. Welcome to the Jungle aussi, ou les profils tech sont pas tant là-dessus? Pour le coup, Welcome to the Jungle, ça va plutôt être... nous, les offres, en fait, on va les mettre en ligne et on va plutôt utiliser Welcome comme job board, en fait, où ils vont pouvoir postuler directement. Oui, tout simplement. Ouais, c'est le point d'entrée, entre guillemets, des candidatures. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, tout à fait. Et là, si on devait, un peu au doigt mouillé, alors peut-être vous le mesurez avec précision, mais quand on remonte sur les candidats à qui vous faites une proposition, qui vous rejoignent, quand on revient, c'est quoi les canaux d'acquisition qui marchent le mieux? C'est-à-dire le top 3 des pools de sourcing, d'où viennent le plus de candidats? C'est un peu compliqué parce qu'en fait, encore une fois, dans le recrutement tech, il y a tellement de profils que... oui, ça va dépendre des profils. Ouais, tu es toi-même un data scientist et pas du tout au même endroit qu'un back-end ou un truc comme ça. Ouais. C'est ça. Donc c'est un peu compliqué de dégager une grosse tendance sur les profils tech de manière générale, parce que par exemple, un architecte logiciel, forcément, il faut aller le chasser parce que c'est pas quelqu'un qui postule. Il est déjà en poste, donc il va pas chercher de job de manière active. Donc faut aller le chercher, encore une fois, soit sur les plateformes du type LinkedIn ou des plateformes spécialisées comme celles que j'ai citées tout à l'heure. Des product managers, ils vont plus postuler, soit sur LinkedIn, soit Welcome to the Jungle, mais ça va vraiment dépendre effectivement des profils. Et dans j'allais dire, dans les autres approches qui vous permettent d'identifier des candidats et des candidates, est-ce que vous faites des choses qui sont plus encore proactives, du type des partenariats avec des écoles ou de la chasse organisée ou d'autres choses? Alors, les partenariats avec les écoles, on ne les a pas encore beaucoup développés parce qu'on n'a pas de campus manager à l'heure actuelle. Donc là, malheureusement, on a plein d'idées, mais on ne peut pas être au four et au moulin. Il faut savoir choisir un peu ses priorités. Donc pour l'instant, les priorités qu'on avait identifiées, c'est tous les canaux que j'ai déjà pu citer jusqu'à maintenant. Mais après, ça va être renforcer la cooptation chez Miracle. Sur les profils tech, il n'y en avait pas tant que ça jusqu'à maintenant. Donc là, on a mis en place justement Trusty avec tous les process qui peuvent aller derrière. Et donc, on se donne des chances d'augmenter la cooptation. On va également aussi passer par des cabinets de recrutement ou de prestation selon les profils. Par exemple, sur les profils développeurs, on travaille avec quelques cabinets de prestations qui vont du coup nous amener des prestataires. Les cabinets de recrutement, ça va plus être pour des profils où on cherche par exemple qu'un ou deux profils avec une expertise vraiment très rare, où on ne connaît pas forcément le marché, donc on va faire appel à un cabinet de recrutement un peu plus spécialisé. Mais voilà, je pense que c'est ça. Et puis après, toutes les actions liées à la marque employeur. Donc après, c'est un petit peu plus compliqué de pouvoir quantifier à quel point ça marche, parce que la marque employeur, c'est des efforts qui payent à moyen long terme pour le coup. Et c'est compliqué de se dire, ah oui, on a fait tel événement et forcément, ce candidat qu'on a embauché, il est lié à tel événement qu'on a fait. Mais en tout cas, travailler de plus en plus là-dessus et essayer en tout cas de faire le lien avec les recrutements qu'on fait, que ce soit via des interventions comme là, on peut faire sur le podcast, faire des meet-up, assister à
assister et sponsoriser aussi des événements techniques selon les différents scopes qu'on souhaite adresser. Donc voilà, ça passe un peu par tous ces biais. Et avant de passer à l'étape d'après, comment tu fais pour rester à jour sur les différents points de contact avec tes différents profils? Parce que typiquement, tu nous as donné une longue liste. Il y en a certains que je connaissais, des talents de Tayo, et dont je n'ai jamais entendu parler, des Kaggle, des choses comme ça. Ce qui est normal, c'est tout le principe de l'expertise. Comment tu fais pour justement entendre parler du next big thing, de différents types de profils? Déjà, c'est faire le lien avec les équipes en interne. On continue à recruter sur des nouveaux métiers, mais en général, les profils sur lesquels on recrute, c'est des gens un type de profil qui existe déjà chez Miracle. Et donc, c'est parler un peu avec eux en off. Où est-ce que vous allez, où est-ce que vous faites votre veille, etc. Donc, c'est se renseigner un petit peu comme ça auprès des équipes en interne, parce que encore une fois, c'est une mine d'or. En fait, on a vraiment de la chance en tant que recruteur de pouvoir s'adresser à des gens faciles d'accès, entre guillemets, en interne. C'est se renseigner aussi auprès des candidats, parce qu'en fait, quand on a un candidat au téléphone, on peut facilement parler de un candidat qui va nous expliquer j'ai bossé sur tel projet, et puis en fait, pour me renseigner et aller plus loin, je suis allé sur telle et telle plateforme, etc. Donc, c'est aussi continuer à apprendre en continu auprès des candidats. Et puis après, c'est faire sa propre veille aussi en tant que recruteur. Donc, essayer de voir ce qui marche pas, s'abonner à des newsletters, faire un peu des recherches sur Google, voir des tweets peut-être qui peuvent passer aussi de temps en temps. Aller regarder cet article, il a super bien marché sur la partie data engineer, je sais pas. Donc voilà, essayer de rester ouvert un maximum sur tout ce qui se fait. Après, le risque, c'est faut pas se perdre dans de l'information parce qu'on peut facilement y passer la journée, ça va vite. Mais essayer de rester un petit peu ouvert à ce qui se fait sans pour autant trop prêter attention et trop rentrer dans la chose. Voilà, suivre quand même de près, mais en créant quand même une distance pour pas forcément tout tester, mais surtout tester le plus pertinent. Ok. Donc là, on a ouvert grand les portes, on rencontre plein de candidats, plein de candidates, surtout une typologie de métier qui est différente, enfin diverse plutôt. C'est quoi le processus de recrutement, typiquement à des entretiens, les prises de contact, qu'est-ce qui se passe chez vous? Une fois qu'il y a toute cette partie sourcing où on prend contact avec le candidat, globalement le process de recrutement il est quasiment le même pour tous les profils tech, à quelques exceptions près. L'idée c'est d'avoir un premier échange téléphonique avec un recruteur pour comprendre ce qu'a fait le candidat, ce qu'il recherche, lui poser des questions sur ses expériences pour mieux comprendre ce qu'il a fait, comment il s'est impliqué dans les projets, l'impact qu'il a pu avoir, etc. On fait pas mal attention à la structure du discours justement à ce niveau-là, parce qu'on attend d'un candidat qui puisse être clair et structuré afin de bien mettre en avant ses compétences, son expertise, etc. Sur certains profils déjà à notre niveau, on peut aussi poser des questions techniques pour faire un premier filtre. Donc ça peut être, selon les profils, des questions sur Java, sur du cloud, de la AWS, du Google, du Linux, du Python, du SQL. Enfin voilà, ça va un petit peu dépendre. On a notre petite scorecard. Et puis bien entendu, on répond aussi aux questions des candidats. Donc ça, c'est le premier appel. Ça, c'est quoi? C'est une demi-heure, 40 minutes, quelque chose comme ça? Ouais, à peu près. Ouais, okay. Exactement. Après, si on valide les candidats, pour les profils plus techniques, du type justement développeur, architecte, SRE, etc., on va avoir un entretien technique avec un membre des équipes tech de Miracle. Et là, l'idée, c'est vraiment de comprendre à quel point la personne, le candidat, maîtrise bien les concepts liés aux technologies, au langage, etc. S'il comprend bien le fonctionnement des technologies en profondeur, etc. Et l'idée, c'est plus d'avoir une discussion à l'oral, donc ça rend l'entretien plus riche et ça apporte de la valeur aux deux parties. Nous, ça nous permet de voir à quel point le candidat maîtrise ou non une technologie, comment il s'exprime, comment il vulgarise, etc. Et puis au candidat, ça lui permet potentiellement aussi d'apprendre des choses, parce qu'on ne s'attend pas forcément à ce qu'ils aient des réponses à toutes nos questions, mais en fait, s'il y a une question sur laquelle il bute un petit peu, nous, on peut aussi lui apporter la réponse et donc du coup qu'il apprenne aussi au passage. Comme ça rend l'expérience aussi intéressante. Et si cet entretien-là est validé, là, on passe
à une série d'entretiens, la série finale d'entretiens. Donc il y a 4 entretiens. Il y en a un qui est vraiment dédié à l'expertise métier, donc tout ce qui va tourner du coup autour des technologies, des approches, des méthodos, comment ils réfléchissent, etc. Et 3 entretiens pour le coup plus liés aux valeurs de Miracle, pour évaluer justement le fit entre le candidat et les valeurs de Miracle. Parce que c'est important pour nous de s'assurer qu'on est aligné en termes de manière de travailler, de collaborer, d'aborder les sujets, etc. Et donc le premier de ces 4 entretiens, c'est un test technique, c'est ça? Ça reste un entretien technique sur le même modèle que ce que j'ai pu présenter tout à l'heure, mais l'idée c'est vraiment de creuser un peu plus loin. Ok, donc mais c'est pas un cas concret, un exercice qu'on lui demande de faire, c'est vraiment un entretien technique, donc avec un profil technique également. Ouais, exactement. Ok, et les entretiens valeurs, pourquoi 3 finalement? Alors en fait, on a 5 valeurs chez Miracle, donc en fait les entretiens ils durent 45 minutes. Donc 45 minutes, ça passe vite entre le petit moment d'intro où on se présente, les 5-10 minutes de questions à la fin. Enfin, au final, tu n'as plus qu'une demi-heure, entre guillemets, pour vraiment parler des valeurs. Donc déjà, l'idée, c'est de répartir ces 5 valeurs sur les 3 entretiens. Donc pour chaque entretien, il y a entre 1 et 2 valeurs. Et l'idée, c'est surtout que les candidats puissent rencontrer plusieurs membres de plusieurs équipes. Justement pour que le candidat ait une meilleure compréhension de qui on est, de notre environnement, qu'il puisse rencontrer des collègues plus ou moins éloignés, et donc en fait lui donner une vue, je ne vais pas dire à 360 parce que l'idée c'est pas de rencontrer les 700 collaborateurs de Miracle, voilà, ce sera un petit peu long, mais voilà, qu'ils comprennent un petit peu mieux notre environnement, qu'ils puissent poser peut-être plus de questions à plus d'interlocuteurs, etc. Donc ça renforce un peu, ça apporte plus de valeur encore aux candidats. Et à l'issue de ces 3 entretiens de valeur et donc l'entretien technique avant, donc vous êtes en capacité de faire une proposition ou non au candidat ou à la candidate? Ouais, c'est ça. En fait, à l'issue des entretiens, donc de tous ces entretiens, on dirait que ça fait beaucoup dit comme ça, mais en fait, nous, on est assez réactifs. Donc un process, en fait, il peut se faire en 2 semaines. À partir du moment où le candidat il est relativement disponible assez rapidement. Pareil pour nos intervieweurs, on peut le faire en 2 semaines le process. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et effectivement, à l'issue des entretiens, on débriefe tous ensemble, donc dans les 24 à 48 heures qui suivent le dernier entretien, pour prendre une décision collective. Donc toutes les personnes avec qui le candidat a échangé, on les met tous autour d'une table, et puis en fait on parle. Qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qu'on en pense, est-ce que ça valide l'expertise métier, est-ce que ça valide les valeurs de Miracle, oui, non. On met tout ça bout à bout, et puis on se dit, si c'est ok, on y va, on fait une offre. Et si c'est pas ok, nous on fait de toute façon à chaque étape du process de recrutement, on fait toujours un retour le plus complet possible aux candidats pour qu'ils comprennent ce qui va bien, ce qui va pas, et puis qu'ils puissent aussi progresser, soit dans les entretiens s'ils continuent, soit qu'ils puissent progresser dans d'autres entretiens qu'ils pourraient avoir en parallèle. Mais en tout cas, on se dit que déjà un feedback c'est toujours correct parce que voilà, le candidat il investit aussi du temps dans le process, donc c'est la moindre des choses. Mais aussi si ça peut l'aider dans d'autres process ou même dans sa vie de tous les jours, franchement c'est toujours bien quoi. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ça, on a vu comment est-ce que vous gérez les personnes à qui vous ne faites pas de proposition pour le coup. Est-ce que vous avez des personnes qui sont... Parce qu'on parlait du marché qui est tendu, enfin du marché pénurique. Est-ce que vous avez dû faire évoluer ce process pour que ce soit plus en adéquation avec la manière dont les candidats et les candidates se comportaient ou ce qu'ils attendaient? Typiquement, est-ce que vous auriez bien fait plus d'entretiens et on vous a dit non, écoutez, et donc on est obligé de couper un peu parce que sinon, ça te churne trop, etc., etc. Enfin, plus globalement, on sait que le marché tech, là pour le coup je fais volontiers quelque chose de très vaste, et très tendu, qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Comment est-ce que vous avez dû vous adapter à ça? Alors là, le process que je viens de présenter, effectivement, c'est un peu le process historique. Donc c'est celui qu'on essaye de garder par défaut. Après, effectivement, il y a sur certains postes où on a dû adapter. Donc soit raccourcir, soit changer le format d'un entretien technique. Donc on essaye de s'adapter à la fois par rapport à ce que nous on voit du marché en tant que recruteur, où on se dit non, là en fait on perd les candidats en 2 jours si le process il n'est pas fait en 2 jours. Ok, comment on peut s'adapter pour aller soit plus vite, soit retirer des étapes. Donc nous on est vraiment en amélioration continue, donc on essaye vraiment de voir comment on peut s'adapter au marché et surtout au retour des candidats. Si on a beaucoup de candidats qui nous disent ah non, franchement le format d'entretien technique
j'ai pas du tout aimé, ça m'a pas du tout convenu, etc. Bah, dans ce cas-là, on en discute tous ensemble et puis on voit comment on peut un peu couper la poire en deux pour quand même évaluer, pour que nous on évalue quand même ce qu'on doit évaluer et puis quand même essayer de répondre à ce qui pourrait correspondre au candidat. Donc, par exemple, il y a des process où on a retiré un entretien de valeur, effectivement, donc on essaye de condenser ça pour pouvoir aller plus vite, avoir moins d'interlocuteurs, répondre plus vite aux candidats. Mais c'est vraiment au cas par cas selon les process. Et au-delà du process à proprement parler, toi de ton expérience, surtout que tu as des expériences même avant Miracle là-dessus, comment est-ce qu'on se différencie dans le marché où tout le monde recherche les mêmes profils? Qu'est-ce qui fait la différence? Ça peut être des choses aussi simples que payer mieux que les autres ou proposer plus de télétravail. Enfin, je serais assez curieux de savoir comment on séduit justement des profils tech. Alors, je pense qu'il y a plusieurs manières de le faire et je pense que mes premières réponses, elles vont pas justement forcément tourner autour de la rémunération, de la flexibilité, parce que c'est un peu les réponses auxquelles on va penser de prime abord. La preuve, j'y ai pensé. C'est ça. Déjà, en fait, selon l'entreprise dans laquelle on travaille, on n'a pas du tout le même challenge. Par exemple, nous, on est sur une entreprise où on a une activité B2B en back-office. Donc, par défaut, personne ne nous connaît. Donc, déjà, ça va être faire connaître l'entreprise et être transparent. Donc, c'est important de montrer déjà qu'on existe, qu'on crée une solution qui n'existe pas sur le marché. Donc, on est vraiment dans de l'innovation pure. On a un fort impact parce qu'on a plus de 300 clients. On change le business model en fait des entreprises. On aide des petites et moyennes entreprises à vendre plus sur Internet en leur donnant plus de visibilité. Donc déjà, montrer ça et montrer qu'on existe et qu'on apporte de la valeur. Donc ça, c'est intéressant. Après, c'est aussi montrer ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, donc un peu capitaliser sur tout ce qui a eu lieu en termes de technologie. On a fait plusieurs levées de fonds, montrer aussi qu'il y a des personnes qui croient dans notre business model et qui souhaitent nous voir continuer. Et surtout montrer les ambitions qu'on a. Parce que les profils tech, ils vont beaucoup être intéressés par l'amélioration continue, l'innovation. Ils veulent faire avancer les choses, ils veulent avoir de l'impact, apporter de la valeur. Et donc, c'est important de montrer qu'on va aussi, nous, en tant qu'entreprise, dans cette direction et qu'on se donne les moyens de notre réussite. Donc, ça, c'est plus côté entreprise. Et après, côté recruteur, alors ça va peut-être paraître assez logique, mais déjà, c'est être authentique. Parce que, in fine, en fait, c'est un humain qui s'adresse à un humain. Et donc, juste déjà montrer du respect, montrer de l'intérêt, personnaliser son approche et pas envoyer le même message copier-coller à 50 personnes, c'est essentiel. C'est la base, mais il y a beaucoup de recruteurs qui ne le font pas, alors que pourtant, c'est essentiel. Après, c'est aussi mettre en avant tout ce dont je parlais tout à l'heure avec la candidate value proposition. C'est qu'est-ce que le candidat va gagner à nous rejoindre, effectivement en termes de rémunération, mais aussi en termes d'épanouissement, de montée en compétences, d'évolution, d'avantages, de flexibilité, etc. Donc, essayer d'identifier justement ce qui peut être intéressant en fait pour les candidats. Après, ça va être aussi parler leur langage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un recruteur qui ne comprend pas son scope, le scope en tout cas pour lequel il recrute, sera en situation d'échec. Alors, soit échec absolu, soit échec relatif. Mais en fait, à défaut, c'est sûr de savoir coder, de faire du test ou de concevoir des algorithmes. C'est important de comprendre. Non. Quoique, un petit peu sur mon temps perso avec des petits exercices comme ça, mais bon, ça reste vraiment à la marge. Donc, je prétends pas savoir coder du tout. Et voilà, à défaut de savoir faire tout ça, c'est important en fait de comprendre l'environnement technique, les langages, les problématiques, les enjeux, justement pour avoir des échanges de qualité avec les candidats. Un recruteur qui contacte un candidat Java pour faire du JavaScript, ok, le mot se rapproche, mais il n'y a pas beaucoup plus de choses qui se rapprochent. Donc voilà, juste montrer qu'on s'y connaît, qu'on a de l'intérêt en fait pour le scope, et ça crée justement aussi de l'intérêt du côté du candidat parce qu'il n'a pas l'impression de perdre son temps avec un recruteur qui utilise juste des mots-clés en fait bout à bout pour essayer d'articuler un discours qui tient juste pas la route, quoi. Ouais, tu sais ce que ça m'évoque? Attention, c'est quelque chose de très comment dire?
J'ai pas mal d'amis qui sont développeurs et si vous êtes jamais posé la question, je pense que tu ne diras pas le contraire, la plupart des développeurs, un tant soit peu talentueux, leur boîte email LinkedIn ressemble à globalement une explosion de propositions. Enfin, ils sont chassés absolument non-stop. Ça ressemble à un cauchemar de Tinder quand on est une femme, quoi, par exemple, hein, pour dire les choses très concrètement. Et il y a effectivement quelque chose d'un tout petit peu point de départ, c'est que je pense effectivement qu'il y a beaucoup de recruteurs, de recruteuses qui ne passent même pas l'étape zéro du vague intérêt que va avoir le candidat ou la candidate pour le message, à partir du moment où, tu l'as dit toi-même, c'est un message générique, la personne voit bien que ça a été envoyé à 150 000 développeurs parce que bon, avec un peu de bol, ça marchera, qu'on ne comprend pas de quoi ça parle, tu fais ouais, C, C#, C++, tout ça c'est pareil de toute façon. Enfin, et que j'imagine bien que le simple fait d'avoir un message qui est humain et qui n'est pas directement un message de gros bourrin, entre guillemets, ça fait déjà au moins la différence sur l'étape du tout début, non ? Mais complètement. Enfin, encore une fois, c'est le recrutement. Enfin, encore une fois, c'est un humain qui s'adresse à un humain, en fait. Donc, à quel moment, en tant que recruteur, on peut se dire, bon, bah, je lance une bouteille à la mer et puis, bon, avec un peu de chance, les vagues vont me ramener 2 autres bouteilles. Évidemment, ça marche pas. Donc, montrer que, oui, encore une fois, on ne sait pas coder, mais dire que, voilà, on fait du Java, on fait du Spring, on a une architecture en microservices, qu'on a des enjeux de scalabilité, de performance, et ben en fait tout de suite on utilise des mots qui leur parlent, le discours fait sens, et en fait ils vont se dire bon bah ok, cette personne a l'air de s'y connaître, bah ça vaut peut-être le coup que je passe du temps à parler avec cette personne, quoi. Au moins créer la discussion et l'échange, ça ne veut pas forcément dire que ça va amener à quelque chose. De toute façon, le recrutement, c'est pas une science exacte, mais en tout cas, se donner plus de chances de convertir, en fait. Ce qui est une des raisons pour lesquelles, j'imagine, vous êtes organisé autour des métiers. Que toi, tu recrutes avec tes collègues exclusivement des profils tech. Donc, comment c'est organisé chez vous d'ailleurs le recrutement ? Alors aujourd'hui, on est 4 recruteurs tech chez Miracle. Il y a encore quelques personnes qui vont nous rejoindre dans les semaines et mois à venir, donc ça c'est cool. Et en fait, on est organisé autour de 2 pôles. Donc dans le recrutement tech, on a un pôle engineering sur lequel du coup je suis pas, c'est mes collègues qui sont dessus, qui vont rechercher pour le coup des profils de développeurs, back et front, des architectes, des SRE, des testeurs. Et du coup le pôle sur lequel je suis, donc produit et data, où là on va rechercher les profils que j'ai pu citer tout à l'heure. Et donc c'est intéressant parce que ça permet aux recruteurs de se spécialiser sans pour autant recruter juste un seul profil et ne faire que ça toute la journée, toutes les semaines, tous les mois. Mais ça nous permet de se spécialiser et de rentrer plus en profondeur dans les sujets du scope, donc bien comprendre le marché, bien comprendre le métier, les problématiques, etc. Et surtout, côté hiring manager, ça leur permet d'avoir des interlocuteurs privilégiés. Parce que, je sais pas, un engineering manager qui va chercher un lead développeur, un développeur et un testeur, bah, si à chaque fois il doit parler à 3 recruteurs différents, bah, il ne sait plus où ça en est, enfin, ça peut devenir un petit peu compliqué. Alors que là, ils ont aussi leur interlocuteur privilégié qui peut leur donner de la visibilité sur où ça en est en termes de sourcing, de recrutement, de suivi, etc. Et une étape dont on n'a pas encore parlé, mais je ne sais pas si c'est dans votre scope ou pas, c'est l'onboarding, et même ce qui se passe entre le recrutement et l'onboarding. Il y a, je ne sais pas qui dit ça, mais on parle de l'étape from yes to desk. Entre le moment où on t'a dit oui et le moment où tu arrives au bureau. Comment vous prenez soin justement de vos profils dans cette phase de pré-onboarding et d'onboarding pour s'assurer qu'ils restent à bord ? Alors c'est une super bonne question. Effectivement, la partie onboarding, donc day one et après, ça c'est pas chez nous. Là, on a des personnes. C'est manager, ouais, probablement. C'est le manager et en fait, il y a tout un programme d'onboarding qui a été designé justement sur les premières semaines pour avoir des présentations de Miracle, des ambitions de Miracle, des différents métiers, etc. Donc là, c'est un programme d'onboarding commun à tous les nouveaux arrivants. Ouais, pas forcément tech, quoi. C'est l'onboarding Miracle, point. Exactement. C'est ce qu'on appelle le bootcamp qui a lieu du coup la première semaine du coup quand les nouveaux collaborateurs arrivent. Mais du coup, pour répondre à ta question, effectivement, à partir du moment où quelqu'un accepte une offre, signe son contrat, et ben en fait, il peut tout de suite se passer plusieurs semaines, plusieurs mois, avec les préavis en France comme on les connaît,
avant que la personne arrive du coup vraiment chez Miracle. Et donc dans ce cas-là, c'est aussi le rôle du recruteur de maintenir un petit peu de lien, donc sans forcément spammer les nouveaux collaborateurs, mais maintenir un peu de lien à comment ça se passe, tu commences dans 2 mois, on a hâte, où est-ce que tu en es, etc. Donc faire un peu ce suivi côté recrutement, mais aussi côté hiring manager. Donc qui lui envoie également de temps en temps des messages. Je sais pas, peut-être prévoir une visio ou un déj ou des verres le soir avec la future équipe pour qu'il rencontre peut-être déjà un peu ses futurs collègues dans un cadre un peu plus informel, etc. Enfin, dans tous les cas, c'est super important de maintenir ce lien dans la partie pré-onboarding. Parce que déjà ça montre qu'on est vraiment intéressé par la personne, hein. C'est pas juste on était intéressé par toi pendant le process et puis après, mais pas entre les deux. Puis ça permet aux nouveaux collaborateurs qui vont arriver aussi de se sentir voulus, accueillis, qu'il y a vraiment une place en fait pour eux tout simplement. Et donc après, quand ils arrivent, il y a toute la partie onboarding, encore une fois officielle, à toute l'échelle en fait de Miracle, avec tous les nouveaux arrivants. Et puis après, l'onboarding un peu plus spécifique, où il y a après des petits programmes selon les postes, des personnes qui doivent rencontrer dans leur première semaine pour se familiariser avec l'environnement, les process, etc. Voilà, donc et je vous partage c'est pas le sujet aujourd'hui de l'onboarding ni du pre-onboarding, mais on peut en parler très rapidement. Moi, une bonne pratique que j'aime beaucoup, que je garde en tête souvent, et c'est du bon sens quand on y pense comme ça, mais ça nécessite un peu de mécanique pour le mettre en place correctement, c'est très simplement essayer de vous mettre dans les chaussures du nouvel ou de la nouvelle arrivante et de vous dire quand il va rentrer le soir auprès de sa famille, de ses amis, de son conjoint, de sa conjointe, est-ce qu'il va plutôt dire « Waouh, c'était comme pendant le recrutement, ça me donne trop envie, j'ai trop hâte, j'ai trop de chance, je suis trop content, trop contente » ou « je sais pas si j'ai fait une bêtise ou pas ». Et une fois qu'on se met dans ce mindset et qu'on fait vraiment l'effort d'empathie, il y a beaucoup de choses qui viennent plus naturellement, comme le fait que bien sûr qu'on prend des nouvelles entre le moment où on a signé et l'onboarding, mais bien sûr qu'on va pas lui donner du boulot. Par contre, c'est ce genre de choses, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Non, on leur donne pas du tout de boulot parce qu'en plus les personnes qui sont en période de préavis, justement, souvent ils ont plein de trucs à boucler justement avant de partir. Et puis en général, évidemment, ils veulent pas partir comme des voleurs, donc il y a le moment un peu de passation avec les équipes qui vont quitter, etc. Donc non. Donc en fait là on va vraiment faire personne par personne, c'est-à-dire que à minima dans tous les cas évidemment on va maintenir le contact, mais après on a des candidats qui sont surtout hyper volontaires et qui vont nous dire j'ai trop hâte de vous rejoindre, est-ce qu'il y a des choses peut-être que je dois lire en amont pour me préparer, etc. Mais dans ce cas-là c'est eux qui sont demandeurs et donc dans ce cas-là on peut leur envoyer des ressources ou des choses comme ça. On leur envoie pas encore des trucs internes parce qu'il faut qu'on fasse quand même attention en termes de sécurité, mais des choses, je sais pas, le livre blanc par exemple de Miracle qui est disponible sur le site Miracle, ou regarder quelques use cases, qui sont mis au grand public sur le site. Voilà, leur donner un peu des pistes en amont, mais on le fait effectivement que s'ils sont volontaires. On va pas aller leur donner toute une bibliographie à consulter avant leur jour de rentrée comme à l'école. Non, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment qu'ils arrivent sereins, qu'ils soient contents d'arriver et que chacun aille à son rythme en fait. Ok, très cool. Et avant d'atterrir sur ce grand sujet, parce que là, je pense qu'on l'a fait vraiment bien pas à pas, étape par étape, même si tu pourrais en parler très longtemps, j'en suis sûr. Est-ce que tu as des choses qui marchent pas, que soit vous avez essayé, qui marchent pas, des tests, ça valait le coup de le tester, mais il s'avère que ça a été pas une franche réussite, des fausses bonnes idées ou des mythes un peu que tu as pu entendre sur tout ce qui concerne le recrutement des techs, que tu voudrais nous partager, justement pour tous et toutes nous éviter d'avoir des espèces d'échecs. Alors moi, quelque chose que j'ai déjà vu dans ma courte carrière, ça va être des équipes qui vont absolument vouloir se concentrer par exemple sur des écoles particulières. Donc je sais pas, le top 5 des écoles d'ingénieurs, d'informatique, etc. Alors ça peut marcher, mais en tout cas c'est pas du tout systématique. Pour le coup, je pense que c'est vraiment un mythe, parce que comme on le disait tout à l'heure, le monde tech il est très très vaste et il y a beaucoup de background en fait. Il y a des gens qui vont avoir effectivement un parcours classique avec une classe prépa plus l'école d'ingénieur jusqu'au bac+5.
d'autres qui auront des parcours un peu moins traditionnels, donc je sais pas, qui auront juste fait une licence. Il y a beaucoup d'autodidactes dans la tech. Voilà, ouais, des licences, des autodidactes, des reconversions, etc. Donc il n'y a pas un parcours nécessairement mieux que les autres. Enfin, en tout cas, c'est pas une preuve par A plus B, quoi. Donc pas forcément se fier à ça. Surtout que le parcours académique, c'est clairement pas le seul élément qui est révélateur du niveau d'un candidat, parce que effectivement, il faut un certain niveau de théorie, mais après, s'ils ont jamais fait de pratique, bon bah c'est quand même c'est quand même un petit peu problématique. Sans compter que si vous jetez votre ligne dans la mare École 42, vous l'achetez au même endroit que tous les autres. Hein, donc, Oui, c'est ça. Enfin, on peut pas tous aller pêcher au même endroit. Enfin, ça marche pas comme ça. Et en plus, encore une fois, il y a une richesse au candidat qui repose absolument pas que sur le parcours académique. Quelqu'un qui a été entrepreneur avant, bah justement, il peut aussi apporter des compétences, ok, qui seront peut-être pas juste purement techniques, mais ce sera peut-être quelqu'un qui aura un esprit d'innovation, de sortir de sa zone de confort, plus être dans l'apport d'idées, etc. Et ça peut aussi se valoriser, enfin, encore une fois, selon les équipes et les environnements, mais c'est pas que le parcours académique qui est preuve d'une certaine valeur ou garant d'un certain niveau, quoi. ouais, tu vois d'autres mythes auxquels tu veux tordre le cou, des fausses bonnes idées ou des fails que vous auriez eu que tu aimerais nous partager? Ouais, alors ça c'est quelque chose aussi que j'avais déjà vu, c'était des tests techniques mais en mode QCM pour le coup. Donc bon, même si ça peut paraître intéressant de prime abord pour jauger le niveau technique d'un candidat, clairement ça reflète pas toutes ses compétences et en plus de ça, ça renvoie pas du tout une image positive au candidat. Enfin, faire un QCM comme si on était encore à l'école, bon, bah, c'est quand même pas très très valorisant. Donc c'est pour ça que nous, par exemple, qu'on a ces entretiens plus au format échange qui permettent au candidat de vraiment mettre en avant ce qu'il sait faire et surtout comment il réfléchit. Parce que voilà, encore une fois, on ne demande pas juste aux personnes d'être des exécutants à écrire du code toute la journée, mais on veut des gens aussi qui savent prendre du recul et se poser les bonnes questions. Donc ça, je l'ai déjà vu, ces tests techniques, et je pense que c'est pas du tout une bonne idée. Ok, et bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour et qu'on peut passer tranquillement à la fin de l'interview. Première question, Laura, où est-ce qu'on te retrouve? On a envie de discuter avec toi, on a envie de postuler chez Miracle parce que tu as évidemment bien donné envie. Comment on te contacte? Très facilement sur LinkedIn, je pense. J'y passe pas mal de temps, donc je suis assez réactive sur LinkedIn. Ok, LinkedIn, très simplement. On mettra donc le lien dans la description. Ensuite, est-ce qu'il y a une ressource, un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais aux auditeurs et aux auditrices? Ouais, alors la première chose qui me viendrait en tête, c'est la newsletter de Sourceur non peut-être de Nicolas, où il y a pas mal de ressources. Donc c'est tous les dimanches, voilà, dans votre boîte mail, où il y a pas mal de ressources sur le sourcing, sur le recrutement, sur des tendances, parfois même des outils. Donc en plus c'est assez diversifié, donc c'est super intéressant. Et à la fin, il y a même un petit jeu justement sur une question sourcing pour tester vos compétences en sourcing si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est la newsletter tout en un. Ouais, quelqu'un qui a bien réussi le marketing de sa newsletter, j'ai l'impression, je la connais pas celle-ci évidemment. Et À consulter, à consulter. ouais, tout à fait, tout à fait. En termes d'outils, de tools, de petits, j'allais dire, voilà, outils qui peuvent te faciliter la vie que tu aimerais promouvoir, lequel est l'un de tes préférés en ce moment? Alors, je pense que ça va être l'outil Recruiters Club d'Alice Duranto. Ça fait maintenant 1 an déjà qu'on travaille ensemble. Et en fait, Recruiters Club, ça va être une plateforme de recommandation de profils entre start-up et scale-up. Donc, comme ça, quand on a un candidat qui valide pas forcément notre process pour X ou Y raison, mais où on se dit ah bah tiens, il peut quand même correspondre dans une autre start-up ou une autre scale-up, on peut lui recommander de s'inscrire en fait sur cette plateforme. Après, c'est le candidat qui fait le choix de s'inscrire ou non, hein. Enfin, dans tous les cas, on force à rien. Mais s'il fait le choix, ça lui ouvre potentiellement un pool d'entreprises auxquelles il peut être exposé. Donc, c'est intéressant. Et en plus de ça, ça lui donne une bonne expérience candidat parce que c'est pas parce que ça marche pas chez Miracle que ça marchera peut-être pas autre part. Donc, c'est intéressant pour eux. Et puis, du coup, enfin voilà, ça renforce un peu toute cette énergie qu'il y a autour de l'environnement startup et scale-up en France, et puis je crois qu'il y a aussi un petit peu à l'étranger. Ok, voilà. bah, très chouette. Et enfin, tu connais notre question préférée, la tradition de ce podcast de passage de micro. Si tu étais à ma place, tu inviterais qui?
Ouais, c'est compliqué parce qu'il y a plein de gens qui sont vraiment intéressants et très talentueux. Donc le choix est difficile, mais la première personne qui me viendrait à l'esprit, c'est Léo Bernard, qui aborde vraiment beaucoup de sujets avec beaucoup d'humour et en même temps avec de profondeur. Donc il sait créer les conversations, le débat et il est vraiment très talentueux dans ce qu'il fait. Donc je pense que ça peut être une bonne personne à interviewer. Eh bien Léo, outre le coup de projecteur que Laura met sur toi au travers de ce podcast, tu es le bienvenu si tu as la disponibilité et l'envie. Notre porte est ouverte, le micro est branché, tu nous pinges quand tu le souhaites. En tous les cas, écoute Laura, c'était un vrai plaisir, un grand merci d'avoir pu rentrer dans les détails vraiment point par point de comment est-ce qu'on recrute des profils tech, parce que je pense pas trop prendre de risque en disant que c'est une préoccupation première de beaucoup de monde, dans les personnes qui écoutent ce podcast. Et puis moi il me reste plus qu'à te dire à la prochaine. Ouais, merci pour l'accueil en tout cas et à très vite. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain.